Nous avons trouvé la force et l'énergie nécessaires pour écrire ce livre dans l'expérience de plus de 300 Camerounais arrêtés, torturés et emprisonnés pour avoir exprimé publiquement et pacifiquement leurs opinions sur les affaires de leur pays. Ce bouquin n'est pas pour nuire ou pour plaire à quelqu'un, c'est une manière pour nous de partager notre expérience, de parler, de montrer comment notre pays dit démocratique fonctionne, comment son système judiciaire fonctionne et en quelque sorte aussi lever le voile sur ce que peut être la vie dans la prison centrale de Yaoundé, communément appelée Kondengui. Voilà pour nous le fond de notre motivation pour écrire le livre au titre fort évocateur Au pays de Si je savais. Nous avons été arrêtés le 26 janvier 2019 dans la ville de Bafang à la suite des marches blanches et pacifiques organisées par le MRC pour protester contre le hold-up électoral permanent et la guerre civile qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. À la suite donc de ces arrestations, nous avons été convoyés au commissariat de la ville où l'officier qui nous accueille, qui est de permanence, nous donne cette phrase qui donne le ton de ce que nous devrions vivre. Sale porte de Bamileke, vous avez choisi de nous donner du travail, nous on va vous faire ça dur. Donc, après avoir dit ça, on procède rapidement à notre identification et puis on ouvre les portes de la cellule et on nous convoie dans la cellule. Nous découvrons une minuscule cellule, tout au plus 9 mètres carrés, le sol couvert d'urine, d'excréments et sans fenêtre ni éclairage. On est obligé de rester là-dedans ainsi, de dormir là-dessus et au besoin, si nous aussi nous voulions faire nos besoins, on n'avait pas le droit de sortir de la cellule, on était obligé de le faire là, dans la même cellule dont nous nous trouvions et sans autre forme. Et nous étions aussi obligés de nous coucher là-dessus, sans matériel de couchage. Donc c'est dans ces conditions qu'on a passé notre première nuit de captivité dans cette cellule et ainsi que la journée de dimanche. Dimanche dont il est 18h environ, si j'ai bonne mémoire. Les portes de la cellule s'ouvrent, les policiers nous demandent de monter, de sortir et de monter dans le pick-up qui est garé dans la cour du commissariat. On nous demande où est-ce que nous allons, nous n'obtenons aucune réponse. On est obligé de monter dans le pick-up. 10 minutes après, on se retrouve devant la prison centrale de Bafang et on comprend qu'on allait en prison. On n'avait pas vu de juge ni de procureur avant. Aucun acte d'arrestation ou bien de détention nous avait été servi avant. On ouvre les portes de la prison, nous entrons, on nous déshabille, on nous fouille et puis on nous assigne en quartier. Au quartier, les prisonniers nous accueillent, chaleureusement d'ailleurs, et quelques-uns se débrouillent à nous trouver du matériel de couchage puisque nous n'en avons pas. Et puis, voilà, on passe notre deuxième nuit de captivité dans la prison de Bafang. Le lendemain, nos avocats qui avaient eu vent de notre arrestation étaient venus de plusieurs localités pour nous tenir compagnie dans ce périple. Et puis, ils sont venus, ils nous ont rendu visite, on leur a expliqué la situation, ils sont allés s'enquérir auprès du président du tribunal de grande instance de Bafang de l'acte de ce qui se passait avec nous. Lui, il leur a dit, je ne suis pas au courant de l'arrestation des militants du MRC ou bien de qui que ce soit dans la ville de Bafang pour les marches blanches.
Du côté du préfet, le préfet leur dit, écoutez, je vais les garder pour 72 heures, donc rentrez chez vous, ils seront libérés. Voilà, donc il vient nous dire, dans 72 heures, vous serez libérés. Mais nous, on a quand même pris des précautions en faisant une demande d'habeas corpus auprès du tribunal de grande instance de Bafang. On se dit, bon voilà, 112 heures, ça va finir. Mais non, la nuit de lundi, aux environs de 18h, 19h, on est sorti encore de notre cellule à la prison centrale de Bafang pour nous conduire, je ne sais où, à l'instant même, puisque personne ne nous dit où on nous amène. Après 1 heure de route, nous comprenions sûrement que nous allions à Bafoussam. Et quand on arrive à Bafoussam, on est mis au commissariat central de Bafoussam. Là-bas, on retrouve d'autres camarades de parti qu'on a arrêtés à Tchang. Nous commençons à discuter, à essayer de comprendre ce qui se passait. On est même très fatigué, on a envie de dormir. Sauf que dans la nuit, les portes de la cellule s'ouvrent encore. Et on se dit, monsieur, l'agent, qu'est-ce que nous avons fait? Nous voulons quand même dormir. Ils disent non, prenez tout ce que vous avez comme matériel avec vous, sortez et montez dans les camions qui sont garés dans la cour du commissariat. On lui demande où est-ce que nous allons. Pas de réponse. Nous sommes obligés encore cette fois-ci de monter dans le camion. On se demande où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on va nous tuer? Est-ce qu'on part nous torturer? Toutes les questions se posent à ce moment-là. Et le camion démarre. On se dit, bon, voyons voir ce qui va se passer. Puisqu'on est déjà là, on ne peut plus rien faire. Et quand le camion traverse la ville de Baganté, on se dit, peut-être on va à Yaoundé, ou bien peut-être autre localité, mais quand même dans le centre. On arrive à Yaoundé un peu tard dans la nuit, peut-être il était 3 heures ou peut-être plus. On est conduit à Soa, au camp du CCGMI à Soa. On est accueillis, les lumières sont éteintes. Les agents qui sont en permanence cette nuit-là nous demandent, vous êtes les ambazoniens, vous êtes des terroristes de Boko Haram, est-ce qu'on va vous tuer? En fait, on était fatigués, on ne pouvait même pas répondre. On est donc assis, on nous fait asseoir même le sol, on n'avait pas la possibilité de dormir, ainsi jusqu'à dans la petite matinée, peut-être 6h, 7h, on nous convoie dans un bâtiment derrière le bâtiment principal de la police, et puis on nous fait entrer, on nous dit bon voilà, on revient plus tard. On reste là-dedans jusqu'à 14h sans nouvelles, on ne sait pas ce qu'on va faire, on n'a pas bu, on n'a pas mangé depuis peut-être notre arrestation samedi. On n'a pas pris de douche, on est là. Et puis, dans l'après-midi, les portes de la cellule s'ouvrent. Et puis, on nous dit, on veut sortir les femmes, parce qu'on avait des femmes dans la cellule aussi. On veut sortir les femmes pour une autre cellule. On veut séparer femmes et hommes, cellule de femmes et cellule des hommes. Et c'est là qu'ils nous disent, on va aussi vous apporter à manger. On nous apporte du pain et de la sardine plus tard. Quand on voulait manger le pain, quand tu viens te servir, je vous l'ai dit, on te demande d'ouvrir ta sardine, de commencer à mettre dans ton pain. Quand tu veux le faire, on te prend en photo. Et on se demande pourquoi. Peut-être parce qu'on dit, vous êtes des tontinards et puis vous voilà en train de manger le pain sardine. Pourtant, ce n'est pas l'esprit derrière ces mots. D'ailleurs, c'est parce que les réseaux sociaux en pensent. Après cela, on nous renvoie dans la cellule. On est environ 54 personnes, 54 hommes dans cette cellule. Des personnes âgées, 70 ans, 72 ans,
des personnes plus jeunes, 20 ans, 18 ans, des jeunes étudiants qu'on a pris comme ça à Bafoussam, à Tchang, sans vraiment savoir pourquoi on les prend. Et puis, on va rester là 15 jours. 15 jours où, de temps à autre, on était obligé de faire nos besoins dans un seau et mettre à côté. Vous voyez l'image d'un papa de 72 ans qui est obligé de faire ses besoins devant ses jeunes enfants de 18 ans dans un petit seau et puis porter lui-même pour aller les poser au coin. C'était une expérience unique, je dirais, mais qu'on l'a vécu en tout cas. Et après 15 jours, on nous convoie devant le tribunal militaire de Yaoundé. Et on va nous inculper, on va passer 48 heures dans la salle d'audience du tribunal militaire sans que ceux qui nous ont appelés pour nous inculper ne demandent ce qu'on va manger, ni ce qu'on va boire, ni où est-ce qu'on va dormir. On passe 48 heures quasiment debout, assis de temps en autre, à manger selon que 2 ou 3 personnes peuvent se procurer un morceau de pain et quelque chose pour accompagner. Voilà, après ça, on nous convoie à la prison centrale de Kondengui pour une détention provisoire de 6 mois, nous dit-on. Donc voilà en bref résumé ce que nous avons. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles à la prison centrale de Yaoundé. D'ailleurs, je qualifie cette prison de camp de concentration de M. Paul Biya. Si on regarde le profil très fascinant d'ailleurs de certaines personnes qui s'y trouvent, on se rend compte que c'est un camp de concentration. Si Paul Biya a un problème avec vous et qu'il vous arrête dans n'importe quelle localité du Cameroun, vous vous retrouvez à la prison centrale de Yaoundé. Dans quel objectif? Je ne sais pas, peut-être pour se rassurer qu'il a une meilleure main mise sur vous et que vous êtes bien au chaud comme il le souhaite. Si on se souvient bien, au mois de février 2019, son ministre délégué à la justice a dit qu'il fallait écraser les militants du MRC comme en son temps, Hitler avait écrasé les Juifs. Ça n'a suscité l'indignation de personne. On a d'ailleurs essayé de passer l'éponge sur l'affaire en disant, écoutez, il était invité à la télévision en tant que président de parti politique et non en tant que ministre. Peu importe, le ministre, président du parti politique, ne s'est jamais excusé. Il va tranquillement à ses occupations de ministre sans pour autant s'excuser des propos aussi dangereux pour notre nation. Donc, quand nous nous retrouvons dans cette prison, on découvre une prison vieille, construite en 1969, si j'ai la mémoire exacte, pour 1000 prisonniers. Et aujourd'hui, on est en 2020. Il se trouve que la population carcérale à Kondengui est de 7000 personnes environ, sans que les infrastructures ne connaissent un agrandissement pour accueillir l'augmentation substantielle qu'a connue la population carcérale de cette prison. Donc, cela démontre la promiscuité dans laquelle les Camerounais qui sont détenus à Kondengui sont traités, vivent. Ils dorment à même le sol, à la merci des intempéries, sans matériel de couchage. Dans les quartiers, quand il pleut, les gens n'ont pas où s'abriter, ils sont obligés de rester sous la pluie le temps de la pluie. Pour ceux qui ont des vêtements de rechange, de rechanger leurs vêtements bien après et de dormir encore sur ce sol mouillé. Donc, voilà en quelque sorte l'image qui est de la prison de Kondengui. La ration alimentaire n'a rien à voir avec la nourriture qu'on sert à un être humain.
un mélange d'un autre genre de haricots et de maïs non cuit, qu'on sert dans des récipients géants sales au milieu de la cour de la prison, et dont les prisonniers qui sont là essayent de prendre ce mélange pour aller trier le haricot relarvé avant de préparer encore pour essayer de manger. Ça, c'est fait du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche, il est servi ce qu'on appelle là-bas communément riz sauce d'arachide. Sauf que ce n'est pas du riz, ça ressemble beaucoup plus au couscous que du riz. Et la sauce est beaucoup plus noire que ce qu'on aurait pu imaginer d'une sauce d'arachide. Donc, si on se met à manger ce repas du lundi à dimanche, on a plus de chances de tomber malade que d'être en santé, comme le repas devrait nous donner plus de santé. Donc, au-delà de ça, on découvre que les choses de la vie normale n'existent pas en Kondengui. Se laver, il faut attendre 2 heures de temps parce qu'il y a une seule douche pour plus de 500 personnes. Et bien que vous ayez pu obtenir votre place pour vous laver, vous vous lavez au même moment que quelqu'un qui a 2 pas de vous est en train de faire ses besoins dans ce qu'on appelle communément toilette turque. Dès que vous entrez à la prison, c'est des images qui vous choquent et donc vous vous dites je peux pas faire ça. Sauf que vous n'avez plus de choix, vous n'avez pas de choix, vous allez vous adapter et aussi faire comme tout le monde, vous lavez ainsi. Donc les conditions sont extrêmement difficiles à Kondengui et les gens qui s'y trouvent vivent un martyre terrible. Quand nous sommes arrivés à la prison centrale de Kondengui, nous avons découvert cet autre nom de la prison, 11e province, République de Kondengui. On se disait c'est des noms comme ça au hasard, mais non. Quand nous avons compris comment la prison fonctionnait, ça donnait un sens avec ces noms. Pourquoi? L'administration d'abord est composée de deux. La prison est d'abord administrée par 2 organes. L'organe officiel incarné par le régisseur et ses équipes, et l'organe officieux confié aux prisonniers les plus dangereux et les plus forts. C'est eux qui se rassurent de la sécurité à l'intérieur de la prison, de l'ordre et de la sécurité à l'intérieur de la prison. Et ils sont chargés en même temps de racketter les autres prisonniers. Par exemple, lorsque vous arrivez en prison, dépendamment de votre statut, on peut vous affecter dans un quartier dit quartier spécial, qui sont le quartier 1 ou le quartier 3. Et pour vous affecter là-bas, vous allez débourser des sommes allant de 40 000 à 150 000 selon votre statut à l'extérieur de quand vous étiez en liberté. Nous, quand nous sommes arrivés en prison, on nous a donné une feuille, on a dit écrivez vos noms, mettez vos professions dessus. Au départ, on ne savait pas ce que cela servirait. Donc les gens ont mis leur nom, ils ont mis des professions, certains ont menté, croyant que ça pouvait leur créer un traitement spécial. Que non, cette liste a permis de fixer le montant que chacun devait payer à l'administration de la prison pour être affecté dans un quartier. De telle sorte que ceux qui n'ont pas payé se sont retrouvés au Kosovo. Ceux qui ont dit nous n'avons pas d'argent pour payer se sont retrouvés dans les quartiers difficiles de 8 et 9, appelés communément Kosovo. Et la corruption ne s'arrête pas là. Quand vous arrivez dans le quartier, pour avoir accès à un lit, bien que le nombre de lits soit extrêmement petit comparé au nombre de population qui vit dans cette prison,
on vous demande de payer des sommes allant de 20 à 40 000 francs, dépendamment du quartier où vous vous trouvez et du local dans lequel vous vous trouvez. Lorsque vous êtes dans le local, on vous demande de payer les frais locaux. Les frais locaux, ça peut aller de 20 à 60 000, dépendamment aussi du local dans lequel vous vous trouvez et du quartier dans lequel vous vous trouvez. Tout cet argent sont collectés, tout cet argent est collecté et acheminé jusqu'à l'administration officielle qui est incarnée par le régisseur et ses agents. Donc, c'est un système bien huilé de corruption qui date de longtemps. Donc, quand on vient, si tu ne veux pas suivre, tu vas vivre des moments encore plus difficiles que les autres prisonniers. Même chaque fin de mois, les prisonniers doivent cotiser, soi-disant pour payer ceux qui vont nettoyer la prison. Sauf que le nettoyage de la prison est encore assuré par les prisonniers qui n'ont pas payé. À se demander, mais l'argent qu'on a payé pour nettoyer, pourquoi on n'a donc pas payé ces gens qui doivent nettoyer? On les a plutôt punis en disant, vous n'avez pas pu payer, vous allez nettoyer. Où est donc cet argent? Donc c'est un système de corruption qui, de l'extérieur, on ne peut pas imaginer que ça peut se trouver dans une prison. L'image de la prison est cet endroit où tout le monde, les gens n'ont pas de l'argent. Mais au contraire, c'est un système de corruption bien établi. Non, personnellement, je ne vais jamais regretter. Ne comptez jamais sur moi pour regretter mon engagement pour la justice et la liberté dans mon pays. C'est un engagement avec la pleine conscience de ce que ça peut coûter. Ça peut coûter jusqu'à la vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie avant nous et peut-être après nous en défendant notre liberté et notre justice. Pour moi, c'est l'honneur de me retrouver dans ce combat. C'est avec beaucoup d'honneur et beaucoup d'humilité que je me retrouve dans ce combat et je ne le regretterai jamais. Et aujourd'hui, nous pouvons même être fiers de cet engagement. Pourquoi? Parce que ça ouvre les portes, ça ouvre l'avenir, ça ouvre les perspectives pour notre pays qui depuis très longtemps ne savait plus où aller, où la population était résignée à subir le système Paul Biya. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui proposent quelque chose de différent. D'ailleurs, l'actualité faisant, le professeur Maurice Kamto, président élu du Cameroun, en dehors de toute fraude électorale, a demandé d'être prêt à manifester, à descendre dans la rue pour chasser Paul Biya si jamais M. Paul Biya s'entêtait à organiser de nouvelles élections au Cameroun sans le préalable de règlement pacifique et négocié du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest et la révision consensuelle du code électoral. Si jamais M. Paul Biya s'entête et qu'il faut descendre dans la rue, je serai encore parmi ceux qui descendront dans la rue. Je serai encore parmi ceux qui seront le soutien de première heure de cette manifestation contre la dictature de Paul Biya. Donc nous ne regretterons jamais, je ne regretterai jamais. Quels que soient les coups personnels que je prendrai, ça sera pour moi. Mais notre combat est plus grand que notre propre personne. Nous avons rendu hommage à toutes les personnes arrêtées dans le cadre des marches blanches et pacifiques organisées par le MRC. Nous avons rendu hommage à toutes les personnes arrêtées dans le cadre de la crise au nord-ouest et au sud-ouest, dont M. Sisikou Ayoub Tabé, M. Mancho Bibitsi, M. Félix Ngalim, M. Georges Fontan et tous ses compatriotes
qui se retrouvent en prison dans le cadre de cette crise meurtrière. Nous avons aussi rendu hommage à M. Paul Chouta et tous ses compatriotes qui se retrouvent en prison juste pour avoir fait leur travail ou exprimé une opinion contraire à ce que le régime de M. Paul Biya s'attendait. Pendant que nous sommes en train de faire cette interview, le vice-président du MRC, M. Mamadou Mota, se retrouve en prison avec 14 autres de ses amis politiques, dont Serge Yenga, Serge Branco-Nana, Wilfred Siewe, Eric Siewe, Thomas Chachua et nombreux autres. C'est quelque chose qui me descend au plus haut point. C'est quelque chose qui m'agace, qui me fait perdre souvent mon sommeil. De savoir que des compatriotes se retrouvent en prison, leur vie brisée, très loin de leur famille, dans des conditions extrêmement difficiles, juste pour avoir exprimé leurs opinions. C'est la plus grande peine que je porte dans mon cœur depuis que moi-même je suis sorti de la prison centrale de Yaoundé. Et je me dis, aujourd'hui, nous avons deux missions. La première est d'exiger et de tout faire pour que ces personnes soient libérées et rentrent chez eux auprès de leur famille. La deuxième est de se donner tous les moyens et de travailler pour que plus jamais un Camerounais n'aille en prison juste pour ses opinions. Je ne voudrais pas que mes enfants grandissent dans ce pays en ayant peur de s'exprimer parce qu'ils ont peur d'aller en prison. Je voudrais que la génération qui suivra la nôtre soit une génération libre de s'exprimer, libre de penser différemment et libre de vivre comme ils entendent. Que cette liberté d'expression tant vantée dans ce pays, mais qui est inexistante, soit le quotidien de cette nouvelle génération. Écoutez, nous avons été arrêtés pour rien et nous avons été libérés pour rien. En ce qui nous concerne, nous qui avons été arrêtés à Bafang, dans le département du Haut-Kam à l'ouest du Cameroun, de notre périple de Bafang jusqu'à Yaoundé en passant par Bafoussam, nous n'avons vu ni mandat d'arrêt, ni un quelconque document juridique qui sous-tend notre arrestation et déportation de l'Ouest pour Yaoundé. Qu'un document. Nous sommes arrivés à Yaoundé, nous avons été gardés dans la banlieue de Soa, dans le département du Méfoué à Famba, pour être notifiés le 5 février 2019 d'une garde à vue administrative signée par le préfet du Fundi en la date du 30 janvier 2019. Pourtant, nous étions arrêtés depuis le 26 janvier à Bafang et le préfet du Fundi n'a pas la compétence pour signer une garde à vue administrative pour des personnes arrêtées dans la ville de Bafang ou des personnes gardées dans le département du Méfoué à Famba. C'est un tripatouillage, c'est à travers un tripatouillage juridique inédit que nous sommes gardés à Soa. Après 15 jours, nous sommes envoyés devant le tribunal militaire pour être inculpés par le commissaire du gouvernement. Pour celui qui connaît l'organisation politico-administrative du Cameroun, c'est que le ministère de la Défense au Cameroun, c'est le président de la République. Quoi qu'on ait un ministre délégué à la justice, le titulaire, délégué à la défense, le titulaire du ministère de la Défense, c'est le président de la République.
Le tribunal militaire dépend du ministère de la Défense. Donc techniquement, c'est le président de la République qui nous a arrêtés, qui nous a fait transférer à Yaoundé, qui nous a envoyés dans sa juridiction personnelle pour nous juger et pour nous envoyer en prison. Si ce n'est pas une arrestation et une détention politique, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est. On nous a arrêtés à quel moment? Au moment où nous étions en train d'exprimer notre rejet du hold-up électoral permanent au Cameroun et de la crise meurtrière entretenue par le régime de Paul Biya au nord-ouest et au sud-ouest. Qui est le bénéficiaire de tous ces forfaits? C'est M. Paul Biya. Donc, il nous arrête parce que politiquement, on est en train de jeûner son agenda. Ce n'est pas parce qu'on a commis un crime contre quelqu'un, mais c'est parce que nous, on est en train de gêner son agenda. Si ce n'est pas une arrestation et une détention politique, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Le 12 juillet 2019, le juge militaire, juge d'instruction militaire vient dans la cour de la prison centrale de Kondengui et nous dit, entre autres, on lui a demandé de libérer une soixantaine de personnes dans le cadre des personnes arrêtées. Une soixantaine de personnes parmi les personnes arrêtées dans le cadre des marches blanches du MRC. Sauf les leaders, on ne doit pas libérer les leaders. Qui est-ce qui donne l'ordre au juge militaire? Si ce n'est son patron, le ministre de la Défense, qui encore est le président de la République. Donc, c'est une arrestation politique, une détention politique et une libération politique. Et Mamadou Mota et ses amis politiques qui se trouvent encore aujourd'hui en prison, ainsi que plein d'autres personnes, sont là dans une affaire politique, sont détenus pour une affaire politique. Et nous devons exiger leur libération. Écoutez, je suis analyste financier de profession. J'ai fait toutes mes études au Cameroun, de l'école primaire à l'université. En 2011, j'ai obtenu mon master en finance à l'université de Douala, après avoir suivi l'intéressant programme de l'université de Douala qui s'appelle MSTCF. Donc, dès l'obtention de mon diplôme, j'ai fait comme tout jeune Camerounais. J'ai commencé à chercher du travail. Et mon tout premier poste, c'est dans une PME qui fait dans le froid et la climatisation dans la ville de Douala pour le compte des autres entreprises. Permettez-moi de ne pas citer les noms pour les raisons évidentes. Donc, après cette expérience avec cette PME, j'ai suivi une autre opportunité qui m'a amené hors du Cameroun, notamment à Johannesburg, où j'ai eu d'autres expériences dans la finance, notamment l'ingénierie financière, la recherche de financement. Et je suis revenu au Cameroun, j'ai décidé de revenir au Cameroun en 2012, en fin d'année 2012, où j'ai trouvé un autre poste en début d'année 2013 dans une entreprise coréenne qui fait dans les mines, qui faisait à l'époque dans les mines à Yaoundé, en tant que responsable de finances. Et quelques mois plus tard, je suis appelé par une entreprise de télécom, d'ailleurs un acteur majeur du secteur au Cameroun, qui venait de s'installer en tant que contrôleur de gestion. Et après cela, après quelques années, ils m'ont confié comme responsable de l'analyse financière pour toute l'entreprise jusqu'au 26 janvier 2019, lors de notre arrestation. Donc, quand on nous a arrêtés, j'ai fait le temps que j'ai fait en prison. À la sortie, l'entreprise n'a plus voulu me garder dans ses effectifs pour les raisons qui lui sont propres,
Et au-dessus de cette carrière de financier pour les entreprises, je suis vraiment un passionné de l'ingénierie financière, mais aussi de l'inclusion financière, c'est-à-dire trouver des solutions d'accès aux produits financiers pour les personnes qui n'en ont pas. Et aujourd'hui, je suis aux États-Unis, je poursuis cette passion tout en gardant mon engagement citoyen aux côtés du MRC et de tous les Camerounais, épris de paix, de justice et de liberté, et qui veulent voir un pays nouveau, libre et prospère pour tous ses enfants. Je pense que c'est mon plus important combat que j'ai mené depuis que je suis né, et j'en suis fier. Je garde la même volonté, les mêmes convictions pour ce nouveau pays dont les Camerounais souhaitent avoir.